Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Je suis Hélène, en compagnie de Mélanie. Allô. On sait jamais quoi dire après ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on est vos podcasteuses, bref, pour vous raconter une histoire déprimante. Comme d'habitude. Comme d'hab. Toujours pas journaliste d'enquête, avocate, policière. On n'est vraiment pas ça. Non, là, on est deux amis qui boivent un gin tonic. Oui. Avant d'aller chanter au karaoké ce soir. Là, les Patreons vont penser qu'on est juste alcoolique parce qu'on vient d'enregistrer un épisode Patreon puis on buvait aussi un gin tonic. C'est le même. C'est le même enregistrement. On enregistre juste back-to-back. C'est le même gin tonic qu'il y a tantôt. OK? Tout va bien. On se saoule pas en racontant des histoires. Non. Malgré qu'il y a la première histoire qu'on n'a jamais faite. On était quand même pompettes. On était quand même pompettes parce qu'on était vraiment trop stressés. Ben, en tout cas, moi, dans mon cas. Ouais, on était stressés. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. Inquiétez-vous pas. On est très calme, très paisible. Calme. Je viens de raconter un beau quadruple meurtre. Cinq quadruple meurtre. Ouais. On commence avec un petit crime de potin. Ouais, vas-y donc. Je veux pas dire son nom. C'est anonyme. Ça, quand ils nous demandent que ce soit anonyme, c'est toujours les plus juicy. D'habitude. Plusieurs personnes... attends, excuse-moi. Elle dit, j'ai un crime de potin, important que ce soit anonyme. Plusieurs personnes l'ont vu, donc l'info pourrait s'être échappée. Bref, je travaillais à l'urgence de Trois-Rivières le jour où les ossements ont été retrouvés à Saint-Maurice et Jonathan Betté est arrivé à l'urgence un peu de temps après pour une crise de panique aiguë. Le corps n'avait pas été encore identifié à ce moment-là. Coïncidence? Note. C'est ça, c'est quand ils ont retrouvé les ossements de Cédrica Provencher. Ouais. Le suspect numéro 1, Jonathan Betté. Fait que lui, une crise de panique. Exactement. Puis c'est pointé, genre, à l'hôpital. Tu sais, j'avais répondu, j'ai dit, ça veut-tu dire qu'il se serait pointé à l'hôpital pour vérifier si le corps il avait été identifié, mettons? Ouais. Puis elle a dit, non, je pense pas. Il était juste en panique parce que le corps avait été retrouvé et lui, il savait que c'était Cédrica. Ouais. Et il savait pas à ce moment-là que les autorités trouveraient pas de preuves d'ADN parce que ça faisait trop longtemps que le corps était en décomposition. Il a juste fait une énorme crise de panique quand il a su que des ossements humains, probablement d'enfants non identifiés, ont été retrouvés à Saint-Maurice. Tout le monde a pensé que c'était probablement Cédrica. Et c'était bien ça. Elle dit aussi, il était en énorme crise de panique intense. Il me semble que c'est quelqu'un de sa famille qui l'a amené à l'urgence, mais je peux pas le confirmer. Ouh, c'est quand même un bon potin. C'est quand même intense. Tu sais, quand tu sais, tu paniques, là. Parce que c'est longtemps, c'est une grosse période de temps après sa mort qu'ils l'ont retrouvé. Ouais. C'était plusieurs années après. C'est ça, je me rappelle pas exactement. Je pense qu'elle a disparu en 2008, puis ils l'ont retrouvée en 2015, à peu près. Là. Ouais, c'est long. Là. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu veux nous casser le moral? Ça va me faire plaisir. Vas-y. Qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine, Hélène? OK. Cette semaine, je pensais que ça allait être un épisode bonus. Donc, pas long. C'est lui que tu m'as dit, mais finalement, il y avait trop d'infos. Ouais, finalement, finalement, j'ai fait un peu plus long. Puis j'ai fait un bonus qui a quand même rapport. C'est bien concept, mon affaire. OK. Vas-y. Donc, aujourd'hui, je te raconte la triste histoire de Teresa Allor. Oh. Alors, mes sources, donc beaucoup, le site web et le podcast Who Killed Teresa. Il y a aussi Minds of Madness, un podcast qui a fait 2 épisodes là-dessus, dans lequel ils ont interviewé le frère de Teresa, John, que j'ai écouté. Sinon, des articles de CBC, Global News. C'est pas mal ça. Alors... je te transporte en 1978 dans les cantons de l'Est, au Québec, donc région au sud de Montréal. Teresa Allor a 19 ans. Elle est décrite comme souriante et bubbly. Elle a 2 frères, John, qui est 5 ans plus jeune qu'elle. Ils s'entendent très bien, vu la différence d'âge. Ils ne se chicanent pas vraiment. Puis, son autre frère, c'est André, qui est 1 an plus jeune que Teresa. C'est une famille, je pense que la famille est originaire de l'Ontario. C'est une famille anglophone. Pendant son adolescence, Teresa elle avait tendance à repousser les limites, donc comme tout ado normal.
Elle partait sur des trips toute seule, genre, elle partait faire 100 km de vélo, elle traversait la frontière américaine, elle allait en camping toute seule, elle faisait du pouce. Évidemment, ses parents n'étaient pas super contents de tout ça. Elle a même fini par lâcher l'école assez jeune, genre à 17 ans. Elle quitte la maison, elle déménage à Montréal, elle se fait un chum. Mais là, à force de faire des petites job-ins à Montréal, elle finit par se tanner puis à se dire qu'elle veut retourner aux études. Donc, elle va voir ses parents, puis elle leur demande « Est-ce que vous seriez prêts à m'aider puis à payer mes études? » Ses parents sont super contents puis ils disent « Ben oui. » Donc, à 19 ans, elle s'est calmée un peu, elle a passé sa crise d'adolescence, elle retourne aux études. Elle va au collège Champlain à Lennoxville, qui est dans les cantons de l'Est. C'est le même collège où son frère André va. Elle habite dans les résidences qui sont hors campus, qui sont à Compton, donc environ à 8 km du campus de l'université. C'est genre 15 minutes en voiture. Il y a un genre de navette là, de l'université, il y a un bus qui fait la route entre les résidences puis l'université toutes les heures, mais il arrête à 18 h le soir. Puis à 18 h, après ça, il y en a juste un autre à 23 h le soir. OK. C'est un peu un service de merde. Ouais. En gros. Fait que tu sais, si tu manques le bus, ben tu dois marcher vraiment longtemps ou payer un taxi super cher ou faire du pouce. C'est qu'il y en avait beaucoup qui faisaient du pouce. Puis là, évidemment, le collège, il disait aux gens de pas faire du pouce parce que c'était dangereux. Puis il faisait des recommandations comment faire du pouce de façon sécuritaire, genre toujours être à 2 ou tu sais, des trucs comme ça. Tu devines où je m'en vais. 100%. Le 3 novembre, à 8 h le matin, Teresa et son amie prennent le bus vers le campus. Donc, elle va assez court. Vers midi, elle parle à ses amis et à son frère André. Il y a plusieurs amis qui lui proposent des activités pour le soir, la fin de semaine, sortir, là. Elle dit « Ah non, je dois étudier, mais je vais peut-être passer plus tard. » Là, après ça, elle va assez court l'après-midi. Vers 17-18 h, quelqu'un la voit courir après l'autobus puis le manquer. Oh. Après ça... C'est la dernière personne qui l'a vu, j'imagine? Oui. Après ça, il y a comme d'autres témoignages qui peut-être que quelqu'un l'aurait vu plus tard. Mais à ce moment-là, plus vraiment de nouvelles de Teresa. Ça prend genre une semaine avant qu'on se rende compte qu'elle a disparu. Hein? Parce que, ça arrivait quand même des fois qu'elle partait quelques jours à Montréal, à son ancien appart. Puis, fait que, tu sais, au début, ses amis se sont dit, elle est peut-être juste partie à Montréal. Puis, tu sais, ça faisait juste 8 semaines qu'elle avait commencé l'école, fait que c'était quand même des nouveaux amis aussi. Là. C'était pas des amis de longue date. Là. Fait que, tu sais, ils se sont pas inquiétés tout de suite. Mais là, finalement, après quelques jours, donc après une semaine, quelqu'un dit à son frère André que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas vu Teresa. Puis là, André, lui, il s'inquiète. Il appelle leur mère. Puis là, sa mère a dit, va voir le directeur du collège tout de suite. Fait que là, il fait ça. André, il va voir le directeur. Puis il demande qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut comme la rechercher? Là. Le directeur dit Non, on va rien faire. OK. Donc là, ses parents... Ouais. OK. Ses parents, Robert et Marilyn, et son petit frère John, eux, ils habitent à Saint John, au Nouveau-Brunswick, à ce moment-là. Fait que eux, quand ils apprennent ça puis qu'il n'y a rien qui se passe, ben eux, ils font la route. Juste pour venir jusque dans les cantons de l'Est puis pour chercher Teresa. Ils contactent la police, qui est pas plus motivée que le directeur du collège. Non. Fait que eux autres, la police puis la direction, ben ils pensent qu'elle a fugué. Fait que ils organisent... Mais elle avait pas d'antécédent de fugue. Non. Fait qu'eux, ils organisent pas vraiment aucune recherche. Là, ça fait une semaine, là. Ouais. Fait qu'ils font rien. Ils organisent pas de recherche. Cool. Puis là, plus le temps passe, puis elle revient pas. Fait que là, la théorie de la fugue, à un moment donné, après une couple de semaines, ça tient moins. Mais la police, ils se laisse pas défaire par ça. Ils inventent plein d'excuses pour pas la chercher, genre elle est partie aux États-Unis voir des amis. Elle était enceinte puis elle est allée dans un monastère jusqu'à temps que le bébé soit né. Et le pire, elle avait des tendances lesbiennes puis elle est allée là où les gens comme elle vont. Clairement des théories qu'ils ont sorties de leur anus. Ça me fait penser à la dernière histoire quand tu disais que les policiers avaient dit que le petit garçon était allé vendre du chocolat. Ouais.
Ouais, c'est le même genre de théorie. Ouais, même genre de rapport. Policier incompétent qui s'en crisse. Puis... Pas rapport. OK. Ouais. Rappelle-moi, c'était en quelle année, ça? En 78. OK. Ouais. Mais bon, là, fait que vu que la police fait rien, ben les parents, eux, ils multiplient les efforts pour essayer de la trouver, ils contactent les gens. Ils fouillent partout. Ils vont même faire le tour des monastères au cas où l'hypothèse de marde de la police serait vraie. Là, tu sais, comme, ils essayent tout, là. Le 2 décembre 78, donc un mois après la disparition, il y a un article de Allo Police qui parle de la disparition de Teresa qui dit « A-t-elle été victime d'un maniaque sexuel? » Donc, peut-être plus sur la bonne piste que... il y avait une entrevue avec l'enquêteur Léo Hamel, qui semble un peu plus lucide que ses collègues. Puis, donc, lui, il pense que cette disparition pourrait avoir un lien avec, tiens donc, un meurtre qui a eu lieu l'année d'avant. Louise Camira, une femme de 20 ans, dont le corps a été retrouvé dans les environs. Alors, il y a cet article-là qui sort, mais là, 3 semaines plus tard, le Journal de Montréal, le 20 décembre, sort un article qui s'intitule « Disparition mystérieuse, une histoire de drogue? » Point d'interrogation. Là... Basé sur quoi? Basé sur Ardien, comme... Ben ouais, Fait que là, l'article dit que... en plus, ça dit que c'est Léo Hamel que cette théorie-là, alors que Léo Hamel était comme, j'ai jamais parlé à ce journaliste-là, j'ai jamais dit ça. Puis ça dit que c'est ça, peut-être que ce serait une histoire de drogue, qu'elle aurait disparu à cause de ça. Fait que, tu sais, bref, comme pour faire, c'est un truc personnel, fait que tout le monde s'en fout, tu sais, comme... Tu sais, quand c'est un tueur en série ou de quoi, tu sais, c'est plus... Tu sais, les gens vont plus s'inquiéter, alors que c'est, ben là, elle était mêlée dans des trucs de drogue, tu sais. Tant pis pour elle. Ouais, c'est ça fait un peu plus ça, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Mais clairement, cette histoire-là, c'est coulé de quelqu'un de la SQ parce que il y a un policier, tu sais, qui dit à la famille que ben, la disparition est peut-être liée à la drogue. Mais toujours basée sur absolument rien. Ouais. OK. Genre, toutes ses amies à l'école disent qu'elle prenait pas de drogue, là. Genre, oui, elle fumait un joint de temps en temps, là, mais comme... Non, elle était pas... Ça n'a pas rapport, là. Puis là, la police a dit aux parents, bref, je pense que vous devriez retourner chez vous, tu sais, vous perdez votre temps ici. Mot pour mot, elle dit parlant de Teresa, qu'elle ressortira du banc de neige au printemps. Ah! Fait que les parents finissent par retourner chez eux. Ben voyons donc le manque de respect. Je sais. Cette histoire-là est vraiment fâchante. Finissent par retourner chez eux, puis entre-temps, ben, ils engagent un détective privé pour essayer de retracer les derniers moments de Teresa, vu que la police fait rien. 5 mois plus tard. Ça doit coûter tellement cher en plus, un détective privé. Donc, 5 mois plus tard, le 13 avril 1979, donc littéralement quand la neige a fondu. Alors que la famille est en visite chez les grands-parents en Ontario, ils reçoivent un appel de la police des cantons de l'Est qui disent que Teresa a été retrouvée tout près de la rivière Quaticook, à 1 kilomètre de la résidence. Tu sais, genre, s'il avait cherché, là. Il l'aurait trouvée. Elle est retrouvée face contre terre dans un ruisseau, seulement en brassière et en bobette. Un peu plus tard, son porte-monnaie est retrouvé à 10 km de son corps. Ses vêtements ne sont jamais retrouvés officiellement, mais quelques semaines avant la découverte du corps de Teresa, il y a des chasseurs qui avaient vu des vêtements de femmes qui correspondaient aux vêtements dans lesquels Teresa avait été vue la dernière fois à Austin, ça c'est à Magog, donc pas très loin. Mais ils ont comme pas ramassé, puis quand après ça, la police a comme voulu aller les ramasser, ben là, il était plus là. Il était plus là, évidemment. Et aussi, truc étrange, pas loin du corps de Teresa, la police trouve un sac de poubelle avec des vêtements, mais d'une autre femme. On sait pas s'il y avait de l'ADN dessus. Ouais, ils l'ont jamais identifié, c'était les vêtements acquis. Mais c'était pas ceux de Teresa, qui étaient proches de son corps. Teresa avait... sa montre, s'était arrêtée à 23 heures. À cause des éléments, l'eau, la neige, etc., il n'arrive pas à déterminer la cause de la mort exacte. Ce qui est écrit dans l'autopsie, c'est mort violente, mais cause de la mort indéterminée. Aucune trace de drogue dans le sang. No shit. No shit. Et des traces de vomi dans sa bouche. Mais ça peut être causé par la strangulation. OK. Mais même à ça, même s'il n'y a pas de traces de drogue, la police
Ils n'ont pas fini de tenir à leur hypothèse de merde. Fait qu'ils disent qu'elle est peut-être morte d'une overdose. Leur théorie... Même avec aucune preuve de drogue. Zéro drogue dans le sang. D'overdose de quoi? De fantaisie de police conne. Leur théorie. Elle était tellement high qu'elle aurait enlevé son linge. Ses amis l'auraient retrouvée, genre, morte, puis ils auraient paniqué, puis ils auraient amené son corps dans la rivière. Pardon? C'est ça leur théorie. Basée sur rien, là. Basée sur une autopsie qui confirme qu'il n'y avait aucune trace de drogue dans son corps. Tous les témoins qui disent qu'elle prenait pas de drogue. Imagine la pauvre famille qui lit ça puis qui entend les policiers dire ça. Ça n'a aucun bon sens. Le manque de respect. Vraiment. C'est débile. Un détail intéressant. Le coroner Michel Durand, c'est pas lui qui a fait Excusez, Continue. OK. Pardon. Le coroner Michel Durand, c'est pas lui qui a fait l'autopsie comme quelques jours après, mais il était sur la scène du crime, puis il a quand même regardé le corps et dans son rapport d'autopsie de la scène de crime, il a marqué qu'il y avait des marques sur le corps de Teresa qui semblaient être des marques de strangulation. Et ce détail-là, la famille va l'apprendre 20 ans plus tard. J'ai pris une gorgée de mon petit gin tonic pendant que tu disais ça, j'ai failli le cracher. Voyons donc! C'est la débile, pauvre famille! Alors, tu comprendras que vu la grande motivation de la police, ça devient un cold case. Ou plutôt carrément fermé, en fait. Parce que la police dit... Eux, ils disent ouais, c'est un overdose, puis that's it. Fait qu'ils renvoient même le portefeuille de Teresa qu'il avait trouvé, il le renvoie à la famille. Fini. Pièce de conviction, plus besoin. Mais bon, au moins la famille est plus futée que la police. Pas d'analyse d'ADN plus tard, rien. Mais c'est ça, au moins la famille, ils gardent le porte-monnaie puis ils l'ont gardé genre scellé, tu sais, comme une pièce à conviction devrait être gardée. La famille, au final, elle accepte la théorie de la police parce qu'il y a comme rien d'autre, puis c'est ça que les autorités leur disent, puis tu sais, ils n'ont pas vu tous les rapports d'autopsie puis tout, fait qu'ils sont comme, bon, ben... Elle est morte d'une overdose, puis c'est ça. Puis... Mais là, plus les années passent, puis plus cette pilule-là est difficile à accepter, comme difficile à avaler. En 2001, la famille de Teresa demande à la SQ si elle peut avoir les vêtements, puis les autres possessions que Teresa avait quand ils l'ont retrouvée. Donc, la famille reçoit les bijoux de Teresa, mais elle se fait dire qu'il n'y a rien d'autre. Genre... le bobette brassière, a dit que la police dit le reste des preuves a été détruite. La police refuse de dire pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé aux preuves. Mais c'est comme, mais tant qu'elle est détruite, pourquoi ils ont pas juste renvoyé à la famille? Comme, ils ont redonné le porte-monnaie, pourquoi ils ont pas redonné le reste? Au lieu de détruire? André, le plus vieux des deux frères, il décide, en fait, lui, il croit toujours à la théorie de la police, mais il décide comme d'enquêter par lui-même puis d'aller interroger les amis de Teresa de l'époque pour essayer de trouver des coupables puis genre essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait que, il fait ça puis au final, son enquête, ça donne que c'est probablement pas ça. Il n'y a rien, là, rien qui pointe vers ça. Fait qu'à l'été 2002, la famille de Teresa contacte une amie qui est journaliste d'enquête. C'est Patricia Pearson. Fun fact, c'est la fille de l'ancien premier ministre Lester B. Pearson. Ah. Et c'est aussi l'ex de John. Ils se sont fréquentés quand il était ado, puis en fait, Teresa était déjà décédée, elle, quand elle a fréquenté John. Fait que aujourd'hui, elle est journaliste d'enquête, fait qu'elle s'associe avec John, puis ils font une enquête. Ça va donner une série d'articles qui va paraître dans le National Post qui prouve que Teresa a été victime d'un meurtre et que son cas pourrait être relié à d'autres cas irrésolus. Pour son enquête, elle a entre autres travaillé avec Kim Rossmo, qui est un profileur et consultant du FBI. C'est lui qui a inventé le profilage géographique. Tu sais, dans l'histoire de Robert Pickton, le tueur en série de Vancouver, c'est lui qui avait averti la police de Vancouver qu'il y avait un tueur en série. Parce qu'avec son profilage géographique, lui, il avait établi comme clairement il y a un tueur en série, que personne n'avait cru à ce moment-là. Donc, c'est ce gars-là. Genre, c'est pas un 2 de pique. Fait que lui, il regarde le dossier de Teresa, puis il dit, clairement, elle a été victime d'un crime sexuel
what the fuck l'overdose, ça n'a pas rapport. Comme n'importe qui a une tête sur les épaules en regardant ce cas-là. Dans l'autopsie, il n'y avait aucun rapport de signe de viol ou... Non. Non? Non. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu agression, mais il n'y avait rien de clair, mettons. Mais tu sais, je pense que le corps était quand même décomposé aussi, là. Aussi, en réinvestiguant, c'est là que Patricia et John, ils parlent à d'autres témoins, en fait 2 témoins, qui disent que eux ils ont vu Teresa à la résidence vers 21h le soir de sa disparition. Ah, OK, fait qu'en fait, elle se serait comme peut-être rendue, tu sais, même si elle a manqué le bus. Elle a quand même marché. Ouais, marché ou trouvé un lift. Ouais. Puis elle se serait rendue à la résidence. Puis André, ce soir-là, le frère, il dit qu'il a entendu quelqu'un cogner à la porte vers 21h30, mais il n'a pas répondu. Okay. Est-ce que ça pourrait être Teresa? Puis en fait, si elle est revenue à la résidence, mais qu'elle serait pas allée jusqu'à sa chambre, parce que ses colocs qui ont dit « Ah non, elle n'est pas rentrée dans la chambre ce soir-là. » Mais une théorie qui peut avoir du bon sens, c'est qu'elle serait peut-être arrivée à la résidence, puis elle serait comme ressortie acheter des cigarettes. Parce qu'elle fumait. Ah. Puis cette journée-là, elle avait bombé une cigarette à quelqu'un. Fait qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas. Elle n'avait pas, tu sais. Fait que peut-être qu'elle serait comme allée cogner chez André pour voir s'il pouvait lui prêter de l'argent pour acheter des cigarettes. Puis il y avait un restaurant à genre 8 minutes de marche de la résidence où tu pouvais acheter des cigarettes. Ce serait quand même une vraiment meilleure théorie que l'overdose de drogue, on s'entend. Oui, vraiment. Sinon, une autre théorie qu'ils ont regardée, il y a un étudiant qui habitait juste en haut. C'était le chum d'une amie à Teresa. Puis, il a été surpris à fouiller l'appartement de Teresa quelques jours après sa disparition. OK. Puis, lorsqu'il a été interviewé, il dit qu'il avait déménagé de la résidence le 2 novembre. Fait que genre, avant, la veille de sa disparition. Mais ça n'a jamais été vérifié. Est-ce qu'on sait? Ah. Sinon, il y avait aussi une série d'agressions sexuelles sur le campus cet automne-là. Tiens donc. Mais elle, c'était une overdose de drogue. Mm-hmm. Et l'homme qui était en charge de la résidence a jamais été questionné par la police et il a quitté son poste peu de temps après la disparition de Teresa. Et l'école a même fini par fermer cette résidence-là, même s'il manquait de logement étudiant. Parce qu'il se passait trop d'affaires? Ouais, peut-être. Pas clair. Hein? Mais bon, la théorie principale que John et Patricia à laquelle sont arrivés, c'est qu'il y aurait eu 1 ou 2 tueurs en série qui étaient actifs autour de Montréal et des cantons de l'Est dans les années 70. OK. Et ils pensent que la mort de Teresa pourrait être reliée au meurtre irrésolu de Louise Camiran, Manon Dubé, Hélène Monaste et Denise Bazinet, tout en 77-78. Tout est résolu? Ouais. Alors là, c'est là que j'ai mon lien vers mon bonus. Pour les bins de luxe, donc qui sont sur Patreon, j'ai préparé un épisode sur ces 4 cas-là qui pourraient être reliés au meurtre de Teresa, qui va sortir dans une semaine sur j'ai hâte Patreon. d'entendre les similarités. Ouais. Il y avait aussi une douzaine de victimes de tentatives d'enlèvement dans le coin, dans les mêmes années. Puis, toutes décrivaient un même homme. Ben, un homme très semblable. Et aussi, là où le porte-monnaie de Teresa a été retrouvé, il y a une jeune femme qui s'était presque fait enlever, qui a eu une tentative d'enlèvement à cet endroit-là exactement, par un homme qui passait en voiture. Heureusement, comme au même moment, il y a une police qui est passée, puis elle s'en est tirée. Hey, le gars, il était mort de rire, là, ou la fille, je sais pas, mais... Ben non, ils disent qu'il décrivent un homme, là, ouais, mais... c'est un homme, ouais. Il est mort de rire, lui. Il est comme, j'ai le trajet de toutes les petites étudiantes, puis j'arrête pas de faire des enlèvements, des agressions, puis je me fais pas pogner. Ouais, vraiment. Puis ce qui est vraiment fâchant, puis vraiment pas surprenant, c'est que les agressions sexuelles, les tentatives d'enlèvement et tout, des femmes qui ont survécu, ben leur dossier a été détruit. Ouais. C'est clairement quelqu'un qui travaillait dans ce domaine-là. Voyons donc. Peut-être. En interrogeant... Ah oui, c'est ça. En interrogeant des témoins sur le campus, il y en a qui disent qu'il y avait vu un homme qui habitait pas sur le campus, qui correspond à la description de toutes les victimes de tentatives d'enlèvement. Puis c'était un gars qui disait venir d'Alberta. Il parlait en anglais puis en français. Alors, la description, dans le fond, Ouais, vas-y. Ce serait un homme assez petit, avec une coupe de cheveux en bol puis une moustache noire, qui conduisait une voiture en mauvais état dont la portière côté passager avait été modifiée afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir de l'intérieur.
Plusieurs victimes ont parlé aussi de ses mains qui étaient grosses et extrêmement puissantes. Et aussi, l'homme aurait parfois porté des pantalons style militaire. C'est quand même très précis comme description. Il y a même une des survivantes qui a fait un portrait robot de son agresseur. Et la ressemblance est frappante avec un certain délinquant sexuel qui s'appelle Luc Grégoire. Je te parle de Luc. En 1981, Luc Grégoire est accusé d'agression sexuelle et de tentative de meurtre sur une femme à Sherbrooke, donc pas loin. La victime raconte qu'il a tenté de l'étrangler et quand il l'étranglait, il a dit « Je l'ai déjà fait plusieurs fois, puis je vais le refaire. » Genre, qui avait déjà étranglé d'autres femmes. Ah! Elle a survécu parce qu'elle a dit qu'elle avait 4 enfants, puis elle l'a comme supplié, puis à un moment donné, il y a comme eu un switch, puis il a décidé de la laisser partir. OK, genre un semblant de cœur à quelque part. Ouais. Il a fini par sortir de prison après cette tentative de meurtre et il est retourné vivre en Alberta. Rendu là, il a fait une tentative de meurtre avec un marteau sur une travailleuse du sexe à Calgary. Et en 93, encore à Calgary, il est trouvé coupable du meurtre de Leilani Silva, 22 ans. Il l'a enlevée alors qu'elle était à son travail dans un 7-Eleven. Et il est aussi suspect dans plusieurs autres cas de meurtre à Calgary. Il habitait dans la région, dans les cantons de l'Est, à la fin des années 70. Et il est aussi suspect dans 2 autres cas en Alberta. Celui de le meurtre de Tracy Munder, 26 ans, assassinée en 1992, et Rebecca Boutillier, 20 ans, assassinée en 1993. Après l'arrestation de Grégoire à Calgary, les enquêteurs là-bas ont trouvé dans son appartement une boîte à souliers qui contenait des bijoux. Ah! Le propriétaire du logement, il avait demandé aux enquêteurs s'ils allaient se pencher sur ces bijoux-là pour essayer de voir s'ils appartenaient à qui. Non. Puis les enquêteurs ont dit, de toute façon, Grégoire s'en va en prison. Il s'en va en prison à vie, puis qu'il allait rien faire. C'est ça qu'une conclusion pour les familles, c'est ça sert à rien. Tu sais, ils résoudent plein de cas, là. Non, ça leur tentait pas. Puis dans le cas de Teresa, ses boucles d'oreilles, sa montre et ses bagues ont été retrouvées, mais pas son collier qu'elle portait cette journée-là. Est-ce que il le collier... était-tu dans la boîte? On le saura jamais parce qu'ils l'ont pas gardé. Tabarnak. Finalement, grâce à la pression de la famille et de tous des nouveaux éléments que John et Patricia ont réussi à rassembler, la Sûreté du Québec, la SQ, décide de rouvrir l'enquête sur la mort de Teresa. En quelle année? C'est-tu? Genre vraiment tard, là, genre 2010 loin, là, genre. Ça a vraiment été long. 30 ans plus tard. Ouais. Okay. Puis il a vraiment fallu qu'ils fassent le travail à leur place, là, pour genre... Détective privé, engagé, interroger le monde. Ouais, puis même, il a demandé plusieurs fois de rouvrir, puis c'était comme, on va rouvrir si on a des nouveaux éléments. C'est comme, si t'enquêtes pas, t'auras pas de nouveaux éléments. Fait qu'il a fallu que John trouve les nouveaux éléments pour eux. OK. Ouais. Quand l'enquête a été rouverte par la SQ, il y avait questionné Grégoire qui était en prison à ce moment-là en Alberta sur le meurtre de Teresa. Mais à un moment donné, le dossier a comme changé de main, puis le nouvel enquêteur a dit de façon catégorique que Luc Grégoire n'était plus un suspect. Puis une raison bidon à un moment donné que l'enquêteur a donnée, c'est qu'il voulait montrer une photo de Luc Grégoire datant des années 70 aux victimes survivantes qui avaient peut-être été agressées par lui. Mais, j'ai écrit « mais crime de bine », il était impossible de trouver une photo de Grégoire à l'époque. Sur le coup, John, il l'a cru. Mais en 2020, John a fait « attends une minute », puis il a fait une demande à la police de Calgary pour avoir une photo de le Grégoire dans les années 70-80. En 48 heures, il l'a eu. C'est louche en titi, là. Il y a quelqu'un qui tire les... Une des théories de John, c'est que peut-être que, mettons, que ce soit le Grégoire ou un autre homme, soit qui était impliqué, soit qui était policier, ou plutôt si c'était un informateur pour la police, peut-être que la police voulait pas l'arrêter pour ça, parce que là, il aurait pu dénoncer des trucs sur la police. Puis en plus, la police était vraiment corrompue à cette époque-là. Ça a été appris par la suite que la SQ, il était dans les deals de drogue, puis qu'il protégeait certains dealers de la région et tout. Fait que peut-être que c'est pour ça qu'ils ont comme voulu
balayer ça sous le tapis puis faire comme ah non, c'est correct, tu sais. En tout cas, c'est une des théories de John. Le 17 mars 2015, Luc Grégoire est retrouvé mort. En fait, est retrouvé en très mauvais état. Il s'est fait tabasser par un autre détenu et il va mourir de ses blessures. Il était à l'établissement Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines. OK. On n'aura jamais d'aveu. C'est la fin? On n'aura jamais d'aveu de Luc Grégoire. Presque la fin. OK. Je pensais que tu finissais de même. Non. Ça n'a pas découragé John, le petit frère de Teresa, qui a repris lui-même l'enquête. Donc, lui a créé le podcast Who Killed Teresa en 2017. OK, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Il a d'abord commencé le podcast pour parler de sa sœur puis de son histoire. Mm-hmm. Puis c'est ensuite qu'il s'est intéressé à des douzaines d'autres cas irrésolus et de disparitions entre 1971 et 1981 dans les environs, qui pourraient avoir un lien. Ouais. OK. Le podcast compte aujourd'hui 169 épisodes. Il a travaillé beaucoup avec les familles des victimes. Il a fait beaucoup de pression pour la création d'une unité de cold case de la Sûreté du Québec qui a fonctionné. Ça a-tu marché, ouais? Oui, la Sûreté a ouvert une unité dédiée aux cas irrésolus en 2004. Wow! Avec les pressions de John. En novembre 2018, John Allor reçoit une médaille du gouverneur du Canada pour son travail pour donner une voix aux victimes. En 2019, le SPVM, Service de police de Montréal, annonce la création d'une unité spéciale pour les meurtres irrésolus grâce à l'insistance de John Allor, encore. Crime! Ouais. Il n'est pas resté tranquille, là, John. En 2020, il publie un livre qui raconte l'histoire de Teresa en collaboration avec Patricia Pearson qui s'intitule Wish You Were Here. Oh. Pour beaucoup de familles qui ont perdu des proches et dont le meurtre a été résolu, John est vraiment une inspiration puis il leur rappelle de jamais perdre espoir. Même si dans le cas de sa sœur, il pense pas vraiment qu'il va être résolu jamais. Les preuves ont été détruites, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de témoins. Fait que, il dit qu'il faut accepter que certains cas ne seront jamais résolus et c'est particulièrement difficile quand c'est aussi personnel. Mais il a toujours espéré pouvoir changer les choses pour d'autres familles en mettant de la pression sur les forces de l'ordre du Québec. Malheureusement, je vais genre pleurer. Oh non! Je ne m'attendais pas à ça. Malheureusement, le 30 mars 2023, John est décédé, donc cette année, en mars. Le 30 mars? Le 30 mars cette année, John est décédé à l'âge de 59 ans dans un accident de vélo. Hein? Ouais, c'est cave, là. Cave de même. Dans un accident de vélo, il habitait en Caroline du Nord, à Durham. Fait que, ben voyons donc. Il est mort sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa grande sœur. Fait qu'il reste maintenant sa mère Marilyn et son frère André qui attendent toujours des réponses. Il laisse aussi dans le deuil 3 filles, dont une qu'il a nommée Teresa Grace. Oh. Donc, c'est ça. Voilà l'histoire de Teresa la pauvre famille, et alors. de la quête de son frère John pour essayer de trouver des réponses. Vous irez écouter, si vous parlez anglais, là, vous irez écouter les podcasts. Il a fait beaucoup d'épisodes sur plein de cas qu'on a fait nous aussi. C'est vraiment, il se concentre vraiment sur les cas autour de Montréal. T'sais, il avait fait Sharon Pryor. Ouais, je l'ai écouté, justement. Ouais. Il a vraiment fait un travail colossal, là, vraiment. 59 ans. Ouais. La pauvre famille, ça n'a pas de sens. Vraiment. Donc, si vous voulez savoir plus sur les autres cas qui pourraient être reliés à celui de Teresa, allez écouter l'épisode bonus sur Patreon, qui va sortir dans une semaine. Wow, Hélène, c'est une histoire vraiment touchante. Extrêmement frustrante. Ouais. Mais en même temps, un peu inspirante, comme à cause de John, qui a comme vraiment dédié sa vie à ça. Jamais lâché, là. Non. Ouais. Wow. Je me dis, au moins, il a vu avant de mourir, il a vu le cas de Sharon Pryor être résolu. Ah, c'est bon. quand même déjà ça, c'est vrai? Ouais. C'était juste avant. Voilà. Bon. Okay. Merci beaucoup de nous avoir raconté ça. Je connaissais pas l'histoire. Je connaissais le podcast, Who Killed Teresa, mais... Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas aussi... déprimés que nous. Frustrés, surtout. Ouais, c'est vraiment frustrant. Ouais. Ça nous montre comment on est impuissant par rapport aux autorités. Vraiment. Tu sais, il y en a des bons policiers là, qui font vraiment de la bonne job, là, mais je pense qu'à l'époque, beaucoup, là, il y avait vraiment beaucoup d'incompétence puis de nonchalance. C'est le nombre de cas qu'on fait qui existent, qui sont liés à l'incompétence. Ouais.
des autorités, ça n'a aucun sens. Bref. Merci encore une fois de nous écouter et aussi pour tous vos messages. Oui, tous vos messages. Et on se revoit dans 2 semaines. Oui, à la semaine prochaine. Bye. Bye.